Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Oracle Security Week. J'ai le plaisir à nouveau de vous accueillir. Donc, je suis Patrick Lemartret, je suis directeur marketing donc chez Oracle France. Voilà, merci pour votre confiance, merci pour votre temps ce matin. On est donc voilà sur la quatrième session. Avant de démarrer sur le vif du sujet, voilà, comme les autres jours, je vous propose donc de profiter des accords que nous avons avec Oracle University, hein, qui vous donne accès à des formations gratuites. Donc n'hésitez pas à utiliser le QR code là pour vous enregistrer et profiter de ces sessions autour, on va dire, du cloud Oracle, autour notamment de la sécurité, bien entendu, du cloud. Et puis également, on a un groupe LinkedIn en français, donc un groupe d'échange sur lequel voilà, vous avez toute l'actualité d'Oracle, notamment donc sur Oracle Cloud Infrastructure. Et puis, vous aurez très très prochainement donc les replays qui seront mis à disposition, donc les replays des différentes sessions de l'Oracle Security Week. N'hésitez pas à en profiter. Également, je vous propose d'utiliser le bouton Q&R de votre interface, hein, donc pendant toute la session, donc ce matin. Posez-nous vos questions, on y répondra soit à l'écrit, soit en live durant le petit panel que je vais animer tout à l'heure à la fin. Alors, notre série, donc, ça va s'achever aujourd'hui. Elle a démarré donc mardi. Je vous fais un petit récap de ce dont on a parlé sur ces 3 jours qui sont déjà écoulés. Donc, mardi, on était donc sur la sécurité des bases de données Oracle, hein, savoir effectivement se protéger des potentielles attaques. Mercredi, on a parlé plutôt de l'infrastructure, hein, comment assurer donc une continuité de service, se prémunir contre les ransomware. Et puis hier, c'est sur une session particulièrement intéressante sur voilà, le déploiement de nouvelles applications autour de l'IA, des plateformes d'IA, comment les sécuriser, comment les protéger, comment assurer aussi dans certains cas souveraineté pour ces informations, pour ces données. Et on avait la participation donc d'un intervenant de chez Coir également hier. Donc voilà, ces 3 sessions seront disponibles dès cet après-midi, donc en mode replay. Aujourd'hui, donc le thème d'actualité hein, du moment, tout ce qui est gestion d'identité, gestion des accès, comment mettre en place une stratégie sans mot de passe. Donc voilà, cela clôturera donc notre Oracle Security Week. Avant de vous présenter nos intervenants, voilà, un petit safe harbor, hein, ce que l'on va décliner ce matin n'a pas valeur de contrat. Et puis tout de suite, je vous présente nos rockstars du jour. Donc, on vous a sélectionné les meilleurs speakers, les meilleurs experts sur ces sujets-là. Tout à l'heure, vous retrouverez David Had, donc est Cloud Engineer chez Oracle France. On retrouvera également donc Karima Yayaoui, qui est Cloud Engineering chez Oracle France également. Et puis tout de suite, je vais passer la parole à Eduardo Serra, Cloud Engineering chez Oracle France. Voilà. Ahora mismo, en français. Voilà. À toi, Eduardo. Merci Patrick. Bon, on va le faire en français, hein. Bonjour à tous, ravi d'être là avec vous. Donc, on va commencer cette partie du webinaire avec une petite introduction. Et ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que voilà, pour l'Union européenne depuis plusieurs années déjà présente en fait une stratégie de cybersécurité qui vise en fait à renforcer la capacité de l'Europe et pour lutter en fait contre les cyberattaques et pour les remédier. Et cette stratégie, en fait, repose sur plusieurs piliers clés et qui sont des initiatives qui visent, en fait, à améliorer la résilience et la sécurité numérique. Donc, à gauche de ce slide, nous avons par exemple un ensemble de règlements et de directives qui forment le cadre de cette stratégie. Vous allez trouver par exemple l'acte sur la résilience opérationnelle numérique qu'on appelle DORA, par exemple, qui va aider à renforcer la résilience numérique des entités financières. Vous allez trouver par exemple le Cyber Security Act ou le CSA qui vise à établir un cadre de cybersécurité commun pour l'Union européenne ou par exemple le Cyber Resilience Act, qui est une proposition visant à introduire des exigences de cybersécurité communes pour les produits avec des éléments numériques.
À droite de la diapositive, en tête de ce slide, nous avons des objectifs, les objectifs principaux de ces stratégies. D'un côté, par exemple, la cyber-résilience et la continuité des activités, optimiser la disponibilité ou par exemple la mise en place de réglementations spécifiques à certains secteurs pour renforcer la sécurité, comme dans le cadre IMIE. Alors, on va parler en fait notamment d'une directive qui est très importante, qui est la directive NIS2. Alors, pour vous expliquer ça, en fait, pour la préparation de ce webinaire, j'ai en fait passé du temps à étudier la directive. Donc, vous allez trouver, d'abord en fait, pour expliquer un peu le contexte. Donc, la directive NIS2, c'est une directive et pas un règlement en fait comme le RGPD. Donc, on va partager le premier lien avec vous. En fait, vous allez trouver les différences entre une directive et un règlement. En fait, une directive, c'est un acte législatif qui fixe en fait des objectifs aux pays de l'Union européenne. Par contre, un règlement, en fait, ce sont des actes législatifs contraignants qui doivent être mis en œuvre dans leur intégralité dans toute l'Union européenne. Alors, quand vous allez en fait, quand vous téléchargez la directive NIS2, vous allez voir en fait qu'elle est divisée en trois parties. La première, en fait, commence par dire le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne, considérant ce qui suit, et en fait, ils listent 144 considérations. On passe à la deuxième partie. Ils disent qu'ils ont adopté la présente directive avec un total de 9 chapitres et 46 articles, dont le 21 qui est très important. On va en parler avec la slide suivante. Et en fait, ça finit avec trois annexes. Le premier annexe, en fait, ça parle des secteurs hautement critiques. Le deuxième annexe, par exemple, comme l'énergie, comme l'eau potable, la santé ou même l'espace. Le deuxième annexe, en fait, c'est d'autres secteurs critiques comme les services postaux, comme la production, transformation et distribution des denrées alimentaires, fabrication, etc. Et le troisième annexe, en fait, c'est un tableau de correspondance avec Nice 1. Donc, vous pouvez en fait voir l'équivalence entre les deux directives. On a parlé en fait de l'article 21 de Nice 2. Donc ici en fait vous allez voir qu'il va lister en fait les mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité. On va parler de politiques relatives à l'analyse des risques, la sécurité des systèmes d'information, la gestion des incidents, la continuité des activités ou par exemple aussi les politiques et les procédures pour évaluer l'efficacité des mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité. On va parler même en fait de tout ce qui est utilisation des solutions d'authentification à plusieurs facteurs comme le MFA ou voilà, l'authentification continue. Pour finir, en fait, vous allez trouver un autre lien sur le chat de notre Zoom qui va vous amener en fait vers la liste des pays qui ont soit implémenté avec l'état en fait d'implémentation de NIS 2. Donc, vous allez voir par exemple que la Belgique ou la Roumanie ont déjà implémenté NIS 2 de leur côté, ou des pays par exemple comme la France ou l'Espagne qui ont publié déjà un draft, mais ils n'ont pas encore implémenté NIS 2. Le seul pays qui ne l'a pas encore fait, même pas de draft, en fait, c'est la Suède. Et pour finir, en fait, cette partie de la présentation, vous avez un autre lien qu'on va partager tout de suite qui va vous amener justement à l'état actuel de l'implémentation de NIS 2 par la France. Et vous allez trouver plusieurs informations, entre autres, en fait, quel est le statut de l'implémentation et par exemple, qui est le point de contact. Dans ce cas, vous voyez en fait que c'est l'ANSSI, donc l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, ou qui est le CERT assigné en fait aussi à ça, c'est le CERT français. Donc voilà, Karima, je te passe la parole. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire en fait de ce qu'on peut trouver en termes de sécurité dans le cloud Oracle et par rapport à NIS 2, qu'est-ce qu'on peut faire? Merci Eduardo. Et bonjour à tous. Effectivement, dans les prochaines minutes, moi, je vais vous montrer comment le portfolio des services de sécurité du Cloud Oracle va vous permettre de répondre à certaines exigences en matière de sécurité dans le cadre des directives telles que NIS 2 pour identifier et répondre aux menaces, protéger les ressources dans votre cloud, détecter les anomalies et remédier aux incidents. Donc, petit rappel, en tant que fournisseur cloud, et dans le cadre d'un modèle à responsabilité partagée, Oracle est responsable de la partie infrastructure, donc hardware, réseau, etc. Et en tant que client, vous êtes responsable de toutes les ressources que vous allez y déployer et de vos données. On va commencer ici par l'inscription dans un tenant sur le cloud Oracle.
Donc, quand vous souscrivez à des services cloud, vous allez avoir cette notion de tenant. Donc, tenant, c'est un compte Oracle qui vous est réservé, mais c'est aussi une première façon d'isoler les différents clients du cloud entre eux. On va s'intéresser tout d'abord à la protection au niveau infrastructure. Donc, tous les data centers Oracle sont équipés de processus et d'outils pour détecter et remédier aux attaques DDoS de niveau, du niveau 3 et 4 de des couches du modèle OSI. Donc, c'est Oracle qui gère entièrement cette protection et, afin d'atténuer et de filtrer le trafic malveillant pour vous garantir la disponibilité de vos ressources. On poursuit sur les aspects de sécurité de la plateforme. Alors, le cloud Oracle est un cloud dit de seconde génération et construit sur les principes de Security First Architecture. Pour réduire les risques liés aux attaques basées sur l'hyperviseur et augmenter l'isolation entre les différents clients, la virtualisation, la virtualisation du réseau a été justement sortie de l'hyperviseur. Donc, cette capacité à sortir la virtualisation du réseau de l'hyperviseur permet de limiter les attaques de type de déplacement latéral entre les différents hôtes, tout en donnant de meilleures performances. D'un point de vue serveur maintenant, on va avoir cette notion de hardware root of trust. Dans le cloud Oracle, vous pouvez soit créer des machines virtuelles ou louer un serveur complet, donc ce qu'on appelle les bare metal, si vous souhaitez disposer d'un environnement dédié, sans hyperviseur et totalement isolé. Maintenant, si ce bare metal est amené à être réutilisé donc pour une autre application ou pour un autre client, on s'assure que la mémoire volatile sera effacée avant d'être réutilisée. Ce système de carte Root of Trust permet également de réduire les attaques liées basées sur le firmware. Donc, autre principe maintenant, une fois que vous avez créé votre tenant, vous allez avoir à passer sur la sécurité opérationnelle. Donc, à la création d'un compte Oracle, vous allez avoir un compte administrateur, donc qui aura tous les privilèges, qui aura tous les droits sur votre tenant. Et par la suite, pour tous les prochains autres utilisateurs, on applique le principe du list privilège, c'est-à-dire que tous les accès sont interdits par défaut. Pour assurer la séparation des rôles et, et notre recommandation, c'est d'attribuer donc les utilisateurs suivants à des groupes et d'affecter des policies, donc c'est-à-dire des politiques de droit sur ces différents groupes. À tout moment, donc, il sera possible de configurer des alertes pour l'utilisation de ces comptes, les changements de policy ou les changements de groupe à tout moment dans votre cloud. Si on continue sur la partie identity, on a ce concept d'identity domain. En fait, par défaut, votre compte administrateur est dans l'identity domain default, et c'est là aussi que vous pourrez créer tous vos administrateurs du cloud CI et attribuer votre politique de sécurité. Maintenant, vous avez la possibilité de créer d'autres identity domains, par exemple pour vos employés, pour la gestion de l'authentification unifiée avec vos applications d'entreprise et créer d'autres identity domains pour accueillir les partenaires et les clients. Et enfin, vous allez pouvoir étiqueter les ressources avec des attributs de sécurité. Ce sont les ZPR, mais ça, Eduardo vous en reparlera un peu plus tout à l'heure. Si on continue sur cette partie de privilèges, dans le cloud Oracle, on a cette notion de compartiment. Les compartiments, ils sont là pour assurer une isolation logique entre les ressources de votre tenant. Donc, vous pouvez soit mettre toutes les ressources d'une même application dans un même compartiment, et dans ce cas-là, l'équipe d'administration sera en charge de toutes les ressources, ou vous pouvez séparer par type de ressources, donc un compartiment pour le compute, un autre pour les données et un autre pour le réseau, et ainsi affecter les droits uniquement nécessaires aux administrateurs réseau, par exemple, qui ne pourront pas avoir de privilèges sur la création ou la suppression de machines virtuelles. Donc les compartiments ne sont pas le seul moyen d'assurer la séparation des rôles. On a aussi des... Ça clique plus. On a aussi des possibilités de créer des policies
Donc les policies, elles vont permettre donc d'affecter des droits aux différents utilisateurs, aux différents groupes, surtout, et via le système de tagging. Donc l'idée, c'est vous taguez vos ressources et vous pouvez appliquer des policies directement sur ces ressources. Ce qui s'affiche en vert, c'est les security zones. Donc, on a vu qu'un administrateur était capable d'avoir les accès complets, mais si on active ces security zones, même un administrateur ne pourra pas effectuer certaines actions. Donc, les security zones, elles sont là pour bloquer des ressources ou bloquer certaines actions sur les ressources, par exemple, mettre à disposition des réseaux publics ou créer un object storage directement en public, déplacer des données entre compartiments. Donc tout ça sera bloqué avec cette sécurité renforcée qui est la security zone. Si on parle maintenant d'accès malveillant, on va avoir les services bastions. Donc le service bastion, lui, va fournir un accès sécurisé, restreint et surtout limité dans le temps aux ressources qui n'auraient pas de terminaison d'IP public. Donc les bastions, ils permettent aux utilisateurs avec des IP bien précises, de pouvoir accéder à des ressources de votre cloud donc, qui n'ont pas d'IP public via le protocole SSH. Et donc, on pourra ainsi avoir accès, que ce soit à des machines Windows en RDP ou aux services de base de données Oracle avec le protocole RDP via ce SSH. Donc, les services Bastion, encore une fois, ils sont provisionnés dans un temps limité, suivant les besoins, et une fois la session terminée, le bastion est supprimé pour permettre de réduire la surface d'attaque. Donc l'accès au bastion est basé sur les services IAM. On va faire une petite pause sur les deux prochains slides avec CloudGuard. Donc CloudGuard, lui, va permettre d'avoir une vue centralisée sur votre cloud et de gérer votre posture de sécurité. Autre élément important dans le cloud, OAG. Donc très basiquement, c'est qui a accès à quoi et comment, mais ça, David vous en reparlera plus en détail tout à l'heure. Sur le cloud Oracle, avec ce service, donc Oracle Key Management, toutes les données stockées sont chiffrées sans intervention de votre part. Donc là, on parle des services de base de données et des services de stockage. Donc avec ce service managé, donc KMS, vous allez pouvoir contrôler les clés de chiffrement de vos données stockées. Il y a plusieurs façons de gérer ces clés. Une façon très simple, c'est de laisser à Oracle le soin de gérer ses propres clés. Vous pouvez aussi gérer vos clés en les important, les créant ou les supprimant. Et vous pouvez aussi utiliser le système d'external KMS, donc avoir des clés entièrement gérées en dehors du cloud Oracle. Et ça, c'est permis grâce à la technologie Cipher Trust de notre partenaire Thales. Le service Oracle Cloud Certificates, lui, il va vous permettre de créer, de gérer et déployer des certificats TLS pour sécuriser vos données en transit. Vous allez pouvoir aussi automatiser le déploiement des certificats à travers le service API Gateway et les OCI Load Balancer avec le support de TLS 1.3. On va retrouver ensuite pour la protection les services réseau classiques, que ce soit le Dynamic Routing Gateway pour le routage à l'intérieur de votre cloud et entre vos réseaux qu'on appelle les VCN dans le cloud Oracle. Les security lists pour filtrer le trafic entre les réseaux et les sous-réseaux. Les NSG, eux, vont filtrer au niveau des ressources. Et le Network Firewall. Donc ça, c'est un service cloud natif qui repose sur du machine learning et qui va offrir des fonctionnalités avancées de détection et de prévention des intrusions. Ce service repose sur la technologie Palo Alto. Et on va terminer avec les protections en dehors, pour les communications en dehors du cloud Oracle. Je vous parle de Web Application Firewall, de NAT Gateway, de Site-to-Site VPN et de Fast Connect qui vont vous permettre de filtrer le trafic arrivant sur votre cloud. Vous allez trouver ici les pratiques, les outils, fonctionnalités du cloud Oracle. Certains, je vous en ai rapidement parlé aujourd'hui, d'autres, vous les avez pu les voir tout au long de cette semaine, qui vont vous permettre de les mettre au regard de l'article 21 de NIS 2. Et ils se poursuivent sur cette slide suivante.
Et maintenant, je vais laisser la place à David qui va vous parler plus en détail de cette partie de Oracle Access Governance pour la gestion des identités. Eh bien, merci beaucoup, Karima, déjà pour ce large panel de tout ce que peut offrir OCI en termes de sécurité et qui est aujourd'hui, avec le système qu'on connaît et l'environnement dans lequel on vit tous les jours, revêt toute son importance. Donc moi, en fait, je vais rentrer plus en détail sur une partie qui est un petit peu moins technique, on va dire, d'un tout petit peu plus haut niveau, qui est la gestion des identités et des accès. Parce qu'en fait, cette partie-là, elle est aussi incluse dans OCI. Ça fait partie de l'offre que Oracle propose à ses clients. Il faut dire que la sécurité est au cœur de l'ADN d'Oracle. Dès la première version de la base de données, il y a bien longtemps, la sécurité et le contrôle d'accès étaient au cœur de la base de données. Et puis, il y a une vingtaine d'années, Oracle s'est engagé dans la construction d'une solution complète de gestion des identités et des accès. C'est la partie gauche qu'on voit en bleu et qui est d'abord une solution on-prem. Et cette solution on-prem, étonnamment, elle est toujours en cours de développement et a une roadmap aujourd'hui. Mais il y a à peu près 9 ans, ce que Karima vous a présenté, OCI Cloud est apparu. Et avec OCI Cloud, on a eu besoin de gérer la sécurité comme Karima vous l'a montré. Et ça, c'est ce qu'on appelle un Identity as a Service. Et on l'a complété il y a environ 2-3 ans avec un autre système qui est Oracle Access Governance, dont je vais vous parler, et qui lui permet l'orchestration de toutes vos applications, de tous vos utilisateurs et des règles de gestion que vous voulez voir appliquées. Donc on a cette solution dont on va voir un petit peu l'overview de ce que ça représente. Si on rentre dans cet overview, on a un magique cadran là, dans lequel on va suivre le sens horaire des aiguilles d'une montre. Et on va commencer par le premier qui est l'Identity Lifecycle. En fait, la gestion du cycle de vie d'une identité est primordiale dans ce type de solution. C'est elle qui va vous permettre de donner les bons droits aux nouveaux arrivants, de les enlever quand ils vont partir, et puis tout au cours du cycle de vie de cette identité, d'ajouter et d'enlever des droits dans les différentes applications. Quand on a pu mettre en place ce cycle de vie qui est vertueux, on doit derrière être capable de gérer les droits de ses utilisateurs dans les applications. Donc on a des mécanismes d'attribution de droits dans les applications cibles qui permettent de les gérer et de gérer les comptes qu'il y a dedans. Donc on gère les droits de ses utilisateurs dans les applications. Si on continue dans la logique, on a un cycle de vie, c'est-à-dire qu'on a des identités dans le système, on est capable de leur donner des droits. En fait, on leur donne aussi un catalogue qui va leur permettre de faire des demandes. Et ces demandes, elles doivent pouvoir être validées. Donc, on continue dans notre quadrant et on va arriver sur les workflows. Les workflows permettent de valider, de faire des approbations sur des demandes utilisateurs de nouveaux droits. On verra un petit peu les droits qu'on propose. Mais ces workflows, on les retrouve aussi ailleurs dans OAG, à chaque fois qu'on a un changement dans la configuration, dans l'organisation de ce qu'on met dans Access Governance. Une fois qu'on a fait tout ce cycle et qu'on est capable de gérer toute cette population et leurs droits et leurs demandes de droits, on va rentrer dans la partie gouvernance. La partie gouvernance, elle va requérir en fait d'être capable de faire des revues de droits. Périodiquement, l'entreprise exige, pour des raisons de conformité, pour des raisons de politique de sécurité, que les droits des utilisateurs soient vérifiés par des managers, par des administrateurs, par les bonnes personnes dans l'entreprise. Ça, c'est ce qu'on appelle les revues dans OAG et qui sont très importantes dans le système. Si on continue, on va avoir toute la partie policy et contrôle. En fait, elle est intrinsèque à Oracle Access Governance et on a des vues 360. Ça veut dire quoi une vue 360? Ça veut dire qu'on va regarder un utilisateur dans l'interface
Et de cet utilisateur, on va pouvoir descendre vers ses droits, la raison pour laquelle il a ses droits, comment il les a obtenus, et de quelle application ça fait partie, et quels sont les autres droits qui sont dans l'application et qui ne correspondent pas à ceux de l'utilisateur. Donc on va avoir toute une intelligence comme ça sur tous les objets qu'on va retrouver dans Access Governance. On voit qu'on a un système qui est relativement complet, qui fait à peu près tout, et qu'un des points importants, c'est la gestion des applications externes. En fait, ces applications externes, il faut, pour le faire, ce qu'on appelle des connecteurs, c'est-à-dire des briques de code qui sont capables de se connecter à ces applications et à l'intérieur de ces applications, récupérer des comptes, créer des comptes et leur donner à ces comptes des droits qui correspondent aux besoins de l'application. Donc on a toute cette notion de connecteur qui est aussi incluse dans l'offre. Et puis une fois qu'on a ça, on va boucler notre quadrant avec, toujours dans la partie gouvernance, la nécessité d'avoir des rapports. Et en fait, il y a des rapports un petit peu partout dans OAG. Ça, c'est pas mal. Maintenant, rentrons un petit peu dans le détail du cycle de vie des identités. La première étape, c'est de constituer un référentiel d'identité. Donc, pour ce faire, on se connecte à ce qu'on appelle des sources autoritaires, pardon, et qui permettent en fait de récupérer les informations d'identité de ces sources. Et en fait, on se rend compte que dans une entreprise, on a différentes sources d'identité. On a des sources pour les internes, on a des sources pour les externes, et on a peut-être des sources pour nos clients. Donc, toutes ces sources, il faut être capable de les adresser en global. C'est ce qu'on appelle corréler les identités. Une identité peut être possiblement dans une ou deux sources. Pareil pour les attributs. On se rend compte que les attributs d'une identité, elles viennent par exemple de la source RH, et puis qu'elles viennent aussi du système de messagerie pour récupérer l'adresse mail, et peut-être d'un autre système encore pour compléter les informations de cette identité. Donc cette identité, on la retrouve dans Access Governance, et puis derrière, on va donc la créer. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va se connecter aux différentes applications cibles et on va récupérer les comptes de ces applications. Et on va les corréler, encore une fois, avec les identités qu'on a constituées dans Access Governance. Donc ça permet quoi? Ça permet de faire des revues de droits. Donc ça, c'est important. Ensuite, une fois qu'on a nos identités, qu'on sait exactement ce qu'ils ont dans les applications système, on peut leur donner accès à des demandes, dans self-service par exemple. Et on peut générer différents types de modèles d'attribution de droits à partir de ce système. On va y revenir plus tard. Et puis, une fois qu'on a tout ça, on est capable de créer et de gérer les comptes utilisateurs de nos identités qu'on a dans Access Governance. Si on continue dans la logique, on a vu que les applications cibles étaient quelque chose d'important. Donc, cette importance, il est important d'avoir une gestion simplifiée de ces applications. Et en fait, on l'a simplifié au maximum dans OAG. Chaque application qui est orchestrée arrive avec ce qu'on appelle des templates. Et en fait, ces templates sont directement gérables et configurables à partir de l'interface OAG. Donc, les informations de connexion, les informations justement de mapping d'attributs entre ces cibles et puis ce qu'on a dans OAG, et tout un tas d'autres fonctions qui permettent en fait une gestion complète de cette application. Et on a dans cette application-là des notions de propriétaire qui donnent en fait des droits particuliers sur la gestion de l'application à ces populations. Donc on a une offre complète sur cette partie-là. Pour compléter sur les applications cibles, les applications avec lesquelles on est capable de travailler, on a une liste de connecteurs que vous voyez ici qui est relativement importante. On voit des connecteurs qui peuvent être en mode synchronisation, simplement avec des applications cibles. C'est-à-dire qu'on va gérer les comptes à l'intérieur, on va les récupérer, on va être capable de les créer.
Donc, c'est toute la partie orange, les pastilles orange qui sont associées à ces connecteurs. Et on voit des étiquettes bleues qui, elles, montrent en fait des connecteurs avec lesquels on est capable des applications qu'on est capable d'utiliser pour constituer l'identité dans OAG. Donc, on voit dans cette liste des connecteurs qui sont 100% cloud, mais pas seulement. On voit du Microsoft, on voit du SAP, on voit du Workday. On voit des connecteurs qui sont on-premise, avec des bases de données, par exemple, toutes les principales du marché, pas seulement Oracle. Et surtout, cette liste d'applications cibles, d'applications avec lesquelles on est capable de travailler, elle s'enrichit rapidement. Elle s'enrichit rapidement sur la base de vos demandes vous, clients. Et puis, il faut aussi voir que cette liste va évoluer rapidement parce que Oracle dispose déjà des connecteurs de toute la partie on-premise dont je vous ai parlé un petit peu avant. Donc ça, c'est une partie importante et on va vous mettre le lien pour cette liste de connecteurs dans le chat. Si on continue dans la logique de gestion des accès et de la gouvernance des identités, on a vu que nos utilisateurs ils pouvaient faire des demandes. Donc, il faut derrière avoir la possibilité de faire des approbations. Un utilisateur fait une demande de droit, on peut déclencher des workflows d'approbation et demander au propriétaire de l'application, au gestionnaire de l'utilisateur ou à d'autres personnes qu'on définit une approbation pour la demande qui a été faite. Et donc, nos workflows, ils se définissent encore une fois 100% dans le web. On voit qu'il y a différents niveaux qui sont définissables. Hein. On voit qu'on peut faire de la séquence, qu'on peut travailler avec des approbations en parallèle, qu'on peut faire un mix de tout ça. On voit qu'on peut faire des demandes d'escalade, en cas, par exemple, d'absence d'un valideur, ou des demandes de revue inopinées comme sur un type de demande particulier. On est capable de faire tout ça dans une interface qui est 100% web et qui est importante à préciser puisqu'il n'y a pas besoin d'outils tiers. Une fois qu'on a cette notion de gestion de droit, on a aussi besoin on offre aussi la possibilité à tous les gestionnaires qui circulent dans Oracle Access Governance, des gestionnaires d'identité, des gestionnaires de droit, des gestionnaires d'applications, d'avoir des vues 360. Les vues 360, c'est ce qui permet, on a un petit peu parlé tout à l'heure, à partir d'un utilisateur, de voir en fait les droits qui lui sont associés, les rôles dont il dispose, les droits applicatifs qu'il a eux-mêmes. En fait, cette notion de vision 360 et de tableau de bord, elle est disponible sur les identités, sur tout ce qui va être groupe d'utilisateurs ou les collections. Elle va être disponible sur les rôles métiers qu'on va être capable de donner dans le système, sur les organisations dans lesquelles appartiennent les utilisateurs, et aussi sur tout ce qui va être politique d'attribution de droits automatiques. Bon, on va voir ça un petit peu plus tard, mais tous ces objets-là disposent en fait de ce point d'entrée qui permet de descendre en fait dans l'arborescence, la granularité de définition de ces objets. Donc ici, on a un exemple d'une vue 360 sur une identité, dans laquelle on va être capable de voir les applications qui sont associées à ces identités, ses permissions, ses rôles. Et on voit aussi qu'on est capable de déclencher des demandes de validation de ces droits. C'est-à-dire que les revues de ces droits peuvent être déclenchées par le biais de ces écrans de manière unitaire, en fait, selon les... C'est aussi dans ces écrans qu'on va voir le niveau de risque d'un utilisateur. Associé, on va voir qu'il a plusieurs rôles et associé à ces rôles, va calculer un niveau de risque qui va permettre au gestionnaire de savoir s'il faut prêter plus ou moins attention à des droits particuliers. C'est aussi la capacité de faire des demandes d'export. Tous les écrans dont on voit, qu'on trouve un petit peu dans OAG, ont généralement un petit bouton qui permet, quand il y a des graphiques, d'extraire en fait les listes de données qui permettent de construire ces graphiques.
Tout ça, c'est toujours dans l'outil 100% configurable. On a ce même type de dashboard pour d'autres objets. Donc, en fait, on peut aussi le trouver par le biais des groupes, par exemple. On appelle ici des collections. Et ça marche pour tout le reste avec tout ce qui va être rôle, application, droit. On va avoir plusieurs points d'entrée dans le système pour faire comme ça, au jour le jour, avoir une vision du scope de sécurité de ces objets. Pour compléter ces outils qui sont à disposition directement dans l'outil quand on utilise l'outil, on a aussi la capacité de faire des rapports. Donc il y a tout un tas de rapports dans OAG, dans différentes catégories, et qui sont out of the box, encore une fois, qui sont 100% dans le web, et qui permettent déjà d'avoir des rapports out of the box dans l'outil. Et par contre, si vous avez besoin de rapports plus spécifiques ou d'intégrer ça à d'autres rapports que vous avez dans l'entreprise, on a aussi la capacité d'extraire en fait ces données et de les envoyer vers ces outils de reporting qui sont chez vous. Il y a pas très longtemps, je vous parlais justement des droits et de la capacité de gérer ces droits dans OAG. Donc, c'est ce qu'on appelle des mécanismes de gestion dessus. Et alors, si on part de la gauche, on voit tout ce qui va être manuel. Un utilisateur, il a un catalogue, et dans ce catalogue, il peut demander des rôles, ou il peut demander des groupements applicatifs, ce qu'on appelle des access bundles, directement depuis son catalogue. À l'utilisateur final, en gestionnaire, il peut faire des demandes de droit par ce biais-là. Et sur la droite, on va avoir toute la partie automatisation, donc avec une partie ABAC qui permet à partir des attributs d'une identité, de constituer des groupes, quelque part, des collections. Et puis, sur la base de ces collections, on va être capable de définir ce qu'on appelle des Policy Based Access Control, PBAC, et qui vont, eux, donner justement des droits, définir l'automatisation de ces droits en donnant directement des rôles ou des groupements applicatifs. Donc, on voit en fait en bas toute la partie application connectée, hein, qu'on est capable d'adresser et qui s'enrichit jour le jour. La partie revue, elle est importante puisque c'est elle qui qui permet de la gouvernance. Et cette gouvernance, elle peut être déclenchée ad hoc dans les workflows, on l'a vu tout à l'heure. Elle peut être déclenchée périodiquement parce que vous avez des besoins de Sarbanes-Oxley et de gérer ça de cette façon. Vous avez aussi un autre mode qui est lié sur les événements. Quand l'utilisateur change d'organisation, quand l'utilisateur change de localisation, tout un tas d'autres critères sur l'identité, on est capable de lancer des demandes de revue. Et en fait, ces revues, elles sont aussi enrichies par OAG pour faciliter la vie du validateur. Donc, OAG va proposer des solutions à l'utilisateur, soit de valider les demandes de revue pour certains utilisateurs, et puis peut-être pour d'autres, des propositions de remédiation en fonction du risque effectif que l'utilisateur a à avoir ses droits. Et pour finir, je vais finir sur une revue qui est un petit peu particulière, qui fait le lien avec ce qu'a proposé Karima, et qui est la revue des droits dans OCI. Donc cette revue couvre quoi dans OCI? Les utilisateurs de OCI, les groupes dans OCI, et toutes les policies qui permettent de gérer l'ensemble de la sécurité de OCI. Donc cela permet une revue qui est très en profondeur de la gestion d'OCI depuis OAG. Et du coup, ça pousse assez loin la gouvernance des droits que vous allez pouvoir avoir dans OCI, qui est votre cloud préféré, j'imagine. Et que l'on peut aussi, vous l'avez compris, avec toutes les applications système cibles qu'on peut gérer, qui permet aussi d'accéder aux différents connecteurs, aux différentes applications cibles que vous avez.
Oracle Access Governance, est, comme le reste d'OCI, il est construit sur la base des API. Donc en fait, ces API permettent aussi une gestion depuis n'importe quoi comme type de portail que vous pouvez avoir. Et maintenant, je vais confier la main à Eduardo, qui va venir revenir sur la sécurité de OCI, qui est importante, et sur l'évolution de la sécurité au niveau réseau. Merci David. Donc, pour finir la dernière partie du webinaire, je viens vous présenter hop, euh, une nouvelle solution qu'on a lancée il n'y a pas longtemps, qui va compléter justement la sécurité autour, par exemple, entre autres, les accès des applications web et de vos utilisateurs. Pour donner un peu de contexte, l'architecture réseau et la sécurité réseau ne sont pas la même chose, comme vous le savez. L'objectif d'un réseau est de permettre une communication fluide, d'avoir des architectures résilientes et d'éviter les points où le trafic peut être ralenti ou bloqué. L'objectif de la sécurité, par contre, c'est de limiter la communication uniquement entre les systèmes et les services spécifiques afin de protéger le réseau contre les accès non autorisés ou les attaques. Et cela, en fait, conduit à parfois des compromis à mesure que les architectures évoluent. Par exemple, la sécurité peut se dégrader quand on ajoute des nouveaux ports ou quand des routes sont ouvertes pour résoudre en fait des problèmes ou pour améliorer la connectivité. Et cela peut rendre en fait le réseau plus vulnérable aux attaques. D'un autre côté, des règles de sécurité strictes sur les ports, sur les routes, en fait, peuvent rendre le réseau inflexible, ce qui peut limiter en fait sa capacité à s'adapter ou à évoluer. La sécurité réseau, en fait, est souvent assurée par la configuration du réseau, mais cela rend parfois les choses plus complexes. Donc, par exemple, les exigences de sécurité compliquent la conception du réseau. Ça nécessite en fait plusieurs sous-réseaux, des politiques, ce qui rend la gestion en fait et la maintenance du réseau difficile. C'est pour ça en fait qu'on a lancé il n'y a pas longtemps un nouveau produit qui s'appelle OCI Zero Trust Packet Routing ou pour raccourci on l'appelle OCI Zipper. Donc Zipper sépare la sécurité de la configuration du réseau. Ça gère la sécurité en dehors du réseau et ça simplifie en fait à la fois la sécurité et la gestion du réseau. Les politiques Zipper, par exemple, expriment l'intention de sécurité concernant les chemins d'accès qui sont autorisés et les endroits où les données sont autorisées à aller. Voilà. Donc, par exemple, vous allez mettre en place des attributs de sécurité, qu'on appelle des attributs Zipper, qui vont identifier les ressources que vous souhaitez protéger, comme par exemple les machines virtuelles ou les bases de données. Et bien que les politiques et les attributs de sécurité Zipper ne soient pas gérés au niveau du réseau, la sécurité est toujours appliquée au niveau du réseau pour bloquer le trafic indésirable. Alors, Zipper empêche l'exfiltration de données en 3 étapes. Donc, voici une explication simple de chaque étape. D'abord, établir un modèle de sécurité avec ce qu'on appelle en fait des namespaces d'attributs de sécurité. Donc, vous allez définir un ensemble d'attributs de sécurité que vous allez utiliser pour appliquer votre modèle de sécurité. Et ces attributs sont comme des étiquettes qui aident à identifier et à classer les ressources et les données. Deuxièmement, vous allez déployer les politiques Zipper. Donc, ce sont des politiques de sécurité qui expriment vos intentions de sécurité. Par exemple, vous allez écrire une politique qui permet à certaines machines virtuelles avec un attribut de sécurité spécifique d'accéder à des ressources de base de données ayant un autre attribut. Et finalement, la troisième partie, appliquer des attributs Zipper. Donc, vous appliquez ces attributs de sécurité aux données et aux ressources de calcul, donc les machines virtuelles par exemple, et cela signifie que l'accès à ces données est bloqué par défaut, sauf si une politique Zipper l'autorise explicitement. Comme ça, en fait, seules les connexions et les accès explicitement permis par vos politiques sont autorisés, ce qui renforce la sécurité. Alors, je pense que le mieux, en fait, c'est que je vous montre avec une démo. Donc, on va le faire, en fait, via une vidéo que je vais lancer tout de suite. Donc, aujourd'hui, pour la conception d'un réseau sur le cloud, vous disposez d'un ensemble d'outils pour vous assurer que le réseau est performant et résilient, mais aussi sécurisé. Donc, essayer d'obtenir les deux peut entraîner des perturbations du réseau ou des failles de sécurité.
Donc, imaginons un client qui doit gérer, par exemple, une application d'enregistrement des produits pour sa société de voitures. Et cette application a un serveur web frontal qui va stocker les informations sur les clients dans une base de données. Donc, la sécurité des réseaux actuels est complexe, avec de nombreux composants interconnectés qui dépendent des modifications et d'une gestion sans erreur pour maintenir la sécurité. Alors, imaginons par exemple qu'un réseau, un ingénieur réseau ajoute une nouvelle application au sous-réseau interne et en fait, il fait une erreur lors d'une mise à jour des règles de firewall qui fait que la route par défaut de la base de données cible une gateway d'accès à Internet et donc du coup, la base de données qui était sécurisée avant est maintenant exposée par erreur. Et ces erreurs, en fait, peuvent entraîner des attaques en moins de 30 minutes à l'aide d'outils facilement disponibles sur la dark web. Donc, un petit changement de configuration devient alors une violation. Et c'est là, en fait, que Zipper entre en jeu. Donc, les politiques de sécurité utilisent un langage qui va simplifier la création des politiques de réseau. Ça renforce les intentions de sécurité au niveau de la couche réseau et ça sépare la sécurité de réseau de l'architecture du réseau. Donc, Zipper permet d'éviter ce type d'erreur car il exprime les contraintes de sécurité sous une simple politique en langage naturel qui reste appliquée même si le réseau sous-jacent change. Donc, par exemple, ici, on définit des attributs de sécurité pour notre base de données et notre application, et on va utiliser la politique Zipper pour autoriser les connexions réseau à la base de données. Donc, si on reprend l'architecture qu'on a vue au début de la démo, on peut constater qu'il n'y a plus d'exposition parce que Zipper, en fait, va séparer la sécurité du réseau de l'architecture du réseau. Et ça utilise en fait une partie de l'identité, les tags intégrés dans le réseau. Donc, les modifications de l'architecture du réseau n'entraînent pas de violation des données. Et ça empêche en fait une exfiltration des données en appliquant l'intention de sécurité à la couche réseau, en définissant par exemple des chemins d'accès spécifiquement autorisés aux données et en appliquant ces règles à la couche réseau. Et voilà, c'est comme ça en fait qu'on simplifie la gestion de la sécurité et l'audit tout en améliorant la posture de la sécurité globale. Donc voici pour cette dernière partie de la présentation de ce webinaire. Patrick, je vais te passer la main. Est-ce que, il y a des questions pour nous? Et j'invite David et Karima aussi à nous rejoindre pour répondre à ces questions s'il y en a. Merci Eduardo. Voilà, je vous laisse vous mettre en place. Merci encore pour vos interventions. Je laisse aussi un peu de temps à tout le monde voilà, pour poser les questions avec le petit icône donc, QR qui se trouve en bas donc, sur votre interface. Euh, on peut commencer tout de suite. Il y avait une question pendant ton propos, Eduardo, sur en fait, est-ce que c'est disponible également on-premise? Est-ce qu'on a l'équivalent en fait en on-premise? Pour Zipper, tu parles de Zipper? Voilà, la question est arrivée pendant ta présentation. Je vous invite, vous trois, éventuellement à réagir, hein, parce que la question était très générique. Est-ce que c'est disponible sur les solutions on-prem? Pas sur les Alors, environnements on-prem. si on parle en fait de Zipper actuellement, c'est un service qui se trouve sur le cloud d'Oracle. Par contre, en fait, c'est un nouveau, c'est une nouvelle technologie qui a été innovée, qui a été créée en fait récemment. Et le but en fait, c'est que ça soit disponible, que ça puisse être appliqué en dehors de d'OCI. Mais pour l'instant, en fait, on la trouve directement sur le cloud d'Oracle en tant que service. Très bien, merci Eduardo. Je ne sais pas si Karima ou David voulaient réagir aussi aux différentes présentations on-prem versus cloud. Ouais, bah, en fait, j'ai présenté dans un de mes premiers slides en fait, la partie on-premise et la partie cloud. Donc effectivement, on a l'équivalent en fait de ce que j'ai présenté on-premise sur les mêmes thèmes de la gouvernance, avec la capacité de gérer des cycles de vie, avec la capacité de faire des revues, avec la capacité d'avoir des rapports ad hoc. Et tout ça, c'est disponible aussi on-prem. Pas de souci côté gestion des identités et des accès. Ok, super. Merci David. Euh, ok, question très simple, un peu piège pour toi là, Eduardo. Ça coûte combien là tu nous as fait rêver là avec Zipper là. Enfin, voilà, est-ce qu'il y a des coûts associés? Comment ça fonctionne?
Alors, c'est une très bonne question. Il n'y a aucun coût additionnel. En gros, en fait, c'est gratuit. Vous n'allez pas payer pour utiliser ce service. Et de la même façon, ça s'applique à une très bonne partie des services que Karima a présentés pendant sa partie de la présentation, donc les services de sécurité d'OCI. Alors, c'est un très haut pourcentage, entre 80 et 90% des services sont gratuits. Il n'y a qu'une seule petite partie qui peuvent être peut-être gratuits de base et il y a quelques fonctionnalités avancées ou des services avancés qui peuvent être payants dans le cloud Oracle. Mais le but, en fait, c'est que la sécurité dans le cloud Oracle ne soit pas une contrainte financière afin de protéger le tenant de chacun. D'accord. Merci Eduardo. J'étends la question peut-être aussi pour toi, David. Comme on parlait de on-prem, j'imagine qu'on a un système de licensing particulier. Ah, là, oui, il y a des systèmes particuliers de licensing qui sont soit ce qu'on appelle au processeur, c'est-à-dire au nombre de cœurs qu'il peut y avoir sur la machine, et aussi à l'employé, au non-employé, c'est-à-dire à l'utilisateur. Donc, avec une D'accord. différence de prix entre les utilisateurs internes et puis les clients et prospects que vous pouvez avoir. Donc, deux types de tarification adaptés. Ok, très bien. J'ai la même personne effectivement qui me demande du coup, je pense que c'est plutôt pour toi David, est-ce qu'il y a des exigences particulières pour implémenter techniquement ces environnements-là? Toute la partie OAG, en fait, c'est des services OCI. Donc, il y a pas d'installation particulière. C'est de l'implémentation de services au sein d'OCI. Et donc, à partir de là, les connecteurs sont disponibles et toute la partie configuration qui est relativement au top de box, ça permet en fait de démarrer rapidement, déjà rien que sur la partie gouvernance des droits dans OCI. Et puis après, bah, les autres applications système, il suffit de. C'est assez facile à brancher et tout se fait à partir de l'interface et donc plutôt ne nécessite pas de code ou ni de configuration avancée. Donc c'est plutôt fonctionnel comme configuration. Je ne sais Ok. pas si ça répond bien à la question, mais Je laisse notre interlocuteur réagir si on n'a pas répondu tout à fait. Mais bon, en fait, ce que je appel comprends de lancé. façon, David, c'est qu'on pilote à partir d'un service cloud, hein. Exactement. Voilà. C'est fait partie des services OCI qui renforcent la sécurité globalement d'OCI et puis qui va, comme on l'a vu, bien au-delà d'OCI, puisque il y a tous les connecteurs qui permettent d'aller vers les applications de l'entreprise, des clients. Donc ça, c'est important aussi. Cette connectivité qui est riche et qui s'enrichit de jour en jour. Donc ça, c'est important à rappeler. Merci David. Donc, notre interlocuteur dit merci, donc je pense que ça va. Euh, alors ensuite, je revenais là, je reprends plus au début des questions que j'ai reçues. Euh, alors, est-ce qu'on peut revenir sur les réglementations? Enfin, voilà, est-ce qu'il y a des certifications particulières de OCI, des réglementations auxquelles on répond? Alors, on a effectivement, on suit au niveau du cloud Oracle des certifications locales, européennes ou mondiales. Je vais peut-être pas faire la liste là maintenant, mais en tout cas, on peut vous mettre le lien où vous allez retrouver toutes les exigences auxquelles on répond avec le cloud Oracle. D'accord. Peut-être en donner, euh, peut-être en donner quelques-unes, juste pour Ben, si ça te convient. ISO je- 27001, SOC 1, 2, 3, RGPD. On peut même faire national, Liste 2, C5 en Allemagne. Euh, il y en a vraiment beaucoup. Il y ouais. a toutes les européennes, il y a toutes celles qui Ok. sont dans le reste du monde. Évidemment, C'est comme le catalogue que tu nous montrais, Eduardo, c'est ça là? Il y en a plusieurs pages? pas tout à fait, mais Plus étendu en fait, il y en a parce que bien une trentaine, une quarantaine. oui, parce que là en fait on parlait uniquement de l'Union européenne, mais si vous allez sur Internet et vous cherchez Oracle Cloud Compliance, le premier résultat, ça sera probablement le site web qui montre
règlements, les programmes de conformité les plus importants, et c'est là où vous pouvez voir en fait avec lesquels on est aligné. Même du PCI DSS ou tout ce qui est santé par exemple aussi. Et ça, c'est une partie non exhaustive, hein, c'est-à-dire c'est une liste non exhaustive. Il y a aussi des certifications qu'on a, mais que par contre, en fait, il faut transmettre en fait via, si vous contactez votre commercial, on pourra vous les envoyer parfois sous non-disclosure agreement. Et pour ceux en fait qui ont un tenant OCA d'ailleurs, vous avez la possibilité de consulter justement cette liste et de télécharger les documents sur la console d'OCA. Vous allez sur la partie Identity and Security et vous avez une partie qui s'appelle Compliance de mémoire. Et à ce moment-là, vous allez trouver toute une liste téléchargeable avec les certifications en question. Ok. Merci Eduardo, merci à tous. J'ai eu le temps comme ça, Karima, de partager le lien que tu m'as confié sur le sujet. Donc merci à tous. Est-ce qu'on a d'autres questions? Euh, on a une personne, David, qui a repéré une annonce que l'on a faite avec ServiceNow. Peut-être tu peux revenir Ah, là-dessus. exact, oui. En fait, c'est le service qui est associé à Oracle Access Governance. En fait, il provient des demandes de certains clients qui veulent utiliser ServiceNow comme point d'entrée unique pour les utilisateurs. C'est-à-dire qu'ils demandent des PC, ils demandent des mobiles, ils demandent des droits dans l'Active Directory. Ils veulent aussi pouvoir demander les droits au travers d'Access Governance. Et donc, on a une intégration qui a été faite avec ServiceNow et qui permet, depuis le catalogue ServiceNow, depuis ServiceNow, avec les approbations peut y avoir aussi dans ServiceNow, de gérer des demandes de rôles et de groupements d'applications qui sont définis dans OAG. Donc il y a un interfaçage assez complet et qui permet de gérer depuis ServiceNow tout ce qu'on est capable de gérer comme système cible dans OAG. Et évidemment, dans OAG, on va garder toute la partie compliance qui est aussi importante et gouvernance qui est aussi importante pour les entreprises. Merci David. Puis comme tu nous l'as montré tout à l'heure, il y a aussi une liste assez importante, hein, de solutions, d'applications non Oracle Ouais, pour lesquelles on a des connecteurs. exactement. Et puis qu'on peut enrichir parce qu'on a une source de connecteurs qui est très importante sur la partie justement de train. On est capable, enfin, OAG est capable de reprendre une partie de ces connecteurs en les adaptant. Et du coup, ça accélère grandement en fait, l'ajout de systèmes cibles gérables dans OAG. Donc ça, c'est un bon point qu'on a aussi, parce que 20 ans d'expérience, c'est pas mal en termes de connecteurs. Super. Merci David, merci Karima, merci Eduardo, et merci à vous tous, hein, qui nous suivez ce matin. Donc Ouais, voilà, se termine maintenant notre Oracle Security Week. C'était un plaisir d'animer cette session et de vous recevoir tous les matins. Donc voilà les quatre sujets de base de données, d'infrastructure, sécurisation des IA et souveraineté. Et puis donc là, à l'instant, on vient de parler de gestion des identités, des accès. Donc voilà, merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous allez recevoir des emails avec les liens pour les sessions, en tout cas sur lesquelles vous étiez inscrites. Et puis ce groupe LinkedIn, hein, qu'on vous a mis dans le chat vous permet et vous permettra dès cet après-midi, à partir de cet après-midi, on va commencer à mettre les liens sur les replays. Voilà, merci encore à tous. Voilà, très bonne journée et bon week-end et à très bientôt. Au revoir. Bonne journée.